Bienvenue à la deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Du 23 au 27 juillet 2025, vivez des moments inoubliables autour de la relecture et la traduction en rapport avec l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue à cet atelier de la RTWO. C'est un atelier gratuit et ouvert naturellement que nous vous offrons sur cette plateforme pour entamer la clôture de cette deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Alors aujourd'hui, nous aurons utilisé les IA pour relire et traduire la littérature. Donc voilà le thème du jour. J'espère qu'il pourra vous permettre d'aller un peu plus dans cet état d'esprit, cette discipline qui permet de pouvoir gérer ces outils, de pouvoir traduire. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions déjà à l'entame de... Juste avant ceci, j'ai eu pas mal de questions relatives à ce thème. Est-ce qu'il faudrait utiliser les IA pour la relecture, la traduction littéraire? Bon, nous allons ensemble voir de quoi il retourne et surtout explorer l'univers de l'édition. Voilà, je suis Rein Déby, je suis coach en créativité littéraire, formateur en traduction littéraire, écriture, lecture, vice-président d'Acolyte et pas mal d'autres choses autour de la relecture, de la littérature. Voilà. Alors, quand on parle des IA, ce qui soulève un énorme souci. Bonjour Jean-Pierre, et merci d'être là. Alors, quand il est question des intelligences artificielles, vous avez pu relever tout au long de notre programme, depuis qu'il a commencé, que nous avons énormément de choses à voir pour ou contre les intelligences artificielles quand il est question de créativité, parce que bien sûr, de façon globale, Patterson nous le rappelait hier encore, quand on parlait de IA et boom créatif, les IA sont devenus incontournables. Bon, pas incontournables parce qu'on ne peut pas refuser de les utiliser, mais incontournables parce que de plus en plus de monde les sollicite. Et comme c'est sollicité, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter des catastrophes, pour préserver le livre de qualité? Donc voilà ce que nous allons essayer de voir. D'abord, nous dirons, commençons par la relecture. La relecture demande que l'on lise, parce que dans relecture, il y a lecture. Et l'un des plus grands défauts de la relecture aujourd'hui, c'est que les relecteurs, ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Peu de relecteurs pourront vous dire de quoi parlent les manuscrits qu'ils reçoivent. Donc, ils ne lisent plus. C'est déjà cela. Donc, il faut repartir à la source. Il faut relire. Eh bien. Donc, et lire maintenant suppose qu'on va aller de la première à la dernière page d'un manuscrit. Voilà ce que lire va nous enseigner. Donc, quand on reçoit un manuscrit en édition, il faut le lire. Quand on ne lit pas, ce qu'on fait en général, c'est sûr prendre le manuscrit, prendre le texte qu'un auteur a préparé par ses propres soins, le balancer dans un logiciel de correction, Antidote par exemple, et attendre que cela fasse tout le travail. Mais comme il a été relevé durant toute cette semaine, les IA, tous les outils qui permettent de, entre guillemets, faciliter le travail, ne lisent pas, ne connaissent pas le contexte d'écriture, ni le contexte qui a suscité l'inspiration, ni le contexte dans lequel l'inspiration évolue. Donc, aucune IA n'en tient compte. Ce qu'il faut donc faire, c'est lire. L'être humain doit lire le texte qu'il reçoit.
Quand on prend un texte et qu'on va balancer dans un outil, qu'est-ce qu'il fait, cet outil? Il va souligner selon des choses qui ont été intégrées dans son système. C'est comme ça que l'IA va faire. Souligner ici, souligner là. Vous inversez seulement un sujet, vous le placez un peu plus loin. Déjà, c'est souligné. Vous faites des tournures que cet outil ne reconnaît pas. C'est souligné. Donc, parfois, je suis allé rendre visite à un relecteur un jour. Et il était question, il voulait me montrer comment Antidote l'aidait à bien travailler, ça facilitait les choses chez lui. Donc, et à ce moment, il affiche ça sur un grand écran et je regarde tout ce qui est souligné. Bah, je lui demande, mais l'autre truc là, pourquoi c'est souligné? Il me dit, bah, Antidote, c'est un outil très performant, donc quand ça souligne, c'est validé. Je dis, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est très performant et c'est validé. Pourtant, c'est pas une faute. Alors, pour quelle raison, toi, tu valides ça dans ce manuscrit? Et là, on se retrouve un peu coincé quelque part. On se retrouve un peu coincé parce que l'auteur, le relecteur se dit, étant donné que c'est Antidote, il n'y a rien d'autre à redire. On ne peut rien faire d'autre, on ne peut rien apporter. Tout est déjà dit, tout est entendu. Je lui dis d'accord. Et maintenant, toi, quand tu lis, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu lis, relisons cette même phrase. Et quand on la lit, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et la raison pour laquelle Antidote souligne, c'est laquelle selon toi? Parce que moi, je ne vois pas de raison. Et là, il est bien embarrassé. Et je lui demande, c'est ainsi que tu utilises Antidote? Il me dit qu'il a toujours utilisé et les livres paraissent. Mais alors, je me rends compte, à la lecture de plusieurs livres qui ont été relus de cette façon, qu'il n'y a que des fautes et des incohérences. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les livres nous arrivent avec énormément de fautes, énormément d'incohérences. C'est pas du tout étonnant qu'on les trouve ainsi. Parce qu'on ne lit pas. Celui qui lit reconnaît un contexte et trouve le moyen d'ajuster ses connaissances, ses perceptions, sa sensibilité par rapport à la sensibilité qui est produite, qui est inspirée par le texte qu'il a devant lui. Donc, il faut lire. C'est le premier conseil déjà, c'est ce qu'il faut dire. Quand on ne peut pas aller plus loin si on ne lit pas. Éditeur, relecteur, il faut lire. Si on dit maison d'édition, ce n'est pas maison d'impression. Ce qui malheureusement se fait un peu plus aujourd'hui, c'est maison d'édition parce qu'il faut éditer. Éditer, ce n'est pas publier. Éditer, ce n'est pas faire imprimer un livre. Éditer, c'est aller au cœur de ce texte et s'assurer que ce texte-là, il pourra être reçu par son public, il pourra être apprécié à juste titre, on pourra en apprécier la littérature. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de littérature parce qu'on est coincé à un niveau. C'est celui des fautes, des incohérences et des non-sens et tout cela. Mais à quel moment, c'est la question que je posais dernièrement à un ami critique littéraire, à quel moment parle-t-on de littérature? Vu qu'on en est encore à essayer d'éduquer les auteurs et les éditeurs sur les fautes, les non-sens, les contresens et tout cela, à quel moment va-t-on s'asseoir et parler de littérature? Quand on regarde les livres qui sont primés, quand on voit les livres primés, on se dit, voilà des exemples, voilà des modèles. Mais quand on rentre dans certains livres, qu'est-ce qu'on trouve? Et là, on se dit, mais pourquoi? On se demande pourquoi. Je me souviens de plusieurs personnes quand il a été question en 2020 de Djaïli au concours des lycéens. Il y avait Hervé Letellier avec l'anomalie, Djaïli avec les impatientes. Et plusieurs personnes disaient, bon, de toute façon, c'est Hervé Letellier qui va le remporter parce que Gallimard s'arrange toujours. Je dis oui, et ils ont raison de s'arranger. Mais pourquoi Gallimard se retrouve toujours en tête? Bon, posons-nous les questions les plus élémentaires. Nous lisons tous des livres Gallimard. On peut contester un contenu. On peut contester, je veux dire, le regard de l'auteur par rapport à un thème particulier. Mais quand on parle de l'écriture,
allons avec des éléments les plus simples. Quand on parle de l'écriture, combien de personnes peuvent contester les livres qui viennent de chez Gallimard quand on parle d'écriture? Tout simplement parce qu'il y a un soin particulier qui est apporté à la première chose que le lecteur va recevoir, c'est l'écriture. Arrêtez de parler, les auteurs, arrêtez de parler de vos messages et les éditeurs, arrêtez de parler des thèmes sensationnels, des thèmes spectaculaires. Le lecteur ne reçoit ni votre message, ni votre thème spectaculaire en premier. La première des choses, le premier contact d'un lecteur avec un livre, c'est l'écriture. Alors, si vous prenez l'écriture, vous la balancez dans un outil de correction, dans un outil, comme certains disent, d'harmonisation de phrases. Mais qu'est-ce que vous obtenez à la fin? Vous aurez un texte qui va paraître beau, parce que vous recherchez le style des auteurs de Gallimard, par exemple. Ne vous en faites surtout pas. 200% des personnes qui vont faire harmoniser leurs phrases sur des outils d'intelligence artificielle veulent l'écriture Gallimard, veulent l'écriture distinguée, parce qu'elles se disent, ces personnes, qu'elles n'ont pas ce niveau. C'est pour ça que ces gens vont là-bas. Personne ne va sur Gallimard pour chercher, pour dire, OK, d'accord. Bon, moi, je voudrais bien écrire comme Jean-Claude Awono. Et alors, on va taper on va mettre un texte dans un outil, dans une IA, et on va chercher le style de Jean-Claude Awono. Personne ne va chercher ce style-là. Tout le monde veut l'autre style qui est directement séduisant parce que tout le monde veut appartenir à l'élite mondiale de l'écriture. Pourtant, ce que l'on appelle élite, cette écriture, c'est une écriture aussi naturelle que l'écriture qui est proposée par n'importe quel auteur. Gallimard a son style qu'il recherche au niveau des auteurs. Il y a un style d'écriture. Mais maintenant, ce n'est pas le style d'écriture. Le soin qui est apporté, peu importe l'écriture que vous adoptez, c'est la première chose que l'on va recevoir. Alors, il faut déjà soigner. Mais maintenant, pour soigner, l'auteur, lui, il a rempli son rôle, celui d'écrire. Il a produit un texte. Il s'est assis, il a écrit ses 200 pages, il a transpiré, il a sué sang et eau pour produire ces 200 pages. Il va trouver un éditeur qui accepte de prendre en charge ce texte. Pas prendre en charge financièrement parce que le compte d'auteur court les rues. Il est utilisé à plus de 90% chez nous. Et le compte d'éditeur devient de plus en plus douteux. En Afrique, vu la qualité des livres qui sortent, parce que bon, de toute façon, l'éditeur qui ne reçoit pas d'argent pour relire un texte, comme dans le compte d'auteur, parfois il ne se sent pas obligé d'apporter plus de soins que cela. Bon, pas qu'il ne se sent pas obligé, parfois il n'en a même pas la compétence. Du coup, des IA vont être sollicités. Et même quand les auteurs payent, et c'est plus cruel encore, quand les auteurs ils payent, parce que les textes sont pris et sont balancés dans des outils de lecture. Il y a un autre auteur qui m'envoie son manuscrit un jour. Il m'envoie le manuscrit qu'il a déposé chez son éditeur et le manuscrit corrigé que l'éditeur lui a renvoyé. Il y avait plus de fautes dans le manuscrit venant de chez l'éditeur. Il y avait plus de fautes dans celui-là. Et quand on compare, on voit très bien la source de ces fautes. Ce sont ces outils. Parce que l'éditeur, lui, ne lit pas. Il a juste balancé le texte quelque part et il va faire des retours. Il va valider sur tout ce qu'on lui a proposé. Il va le valider et il va renvoyer le texte à l'auteur. Celui-ci va le recevoir. S'il n'a pas le bon réflexe, comme l'autre, de me l'envoyer, par exemple, de l'envoyer à un relecteur professionnel, il va juste valider le BAT sans le lire. Parce que l'un des défauts de nos auteurs, c'est de ne pas lire les BAT. Ils se disent, bon, c'est le travail de l'éditeur, il a fait ce qu'il avait à faire, donc c'est OK. Les auteurs ne lisent plus les BAT. Et quand les textes y paraissent, parfois ils ne les reconnaissent même pas. Il faut toujours lire les BAT. Mais restons avec l'éditeur. Alors, quand l'éditeur, lui, il reçoit un texte qu'il ne lit pas, qu'il va balancer dans une IA, vous avez dans ce type de retour des phrases qui n'ont pas de sens, des incohérences, même dans les formulations, même dans le style, il y a des incohérences. C'est pas toujours une question de faute. C'est pas toujours une question de faute, de contresens et ceci, même au niveau de l'écriture. Parce que votre IA va vous faire changer à tel endroit et laisser tel autre. Vous ne verrez pas la différence
d'écriture qu'il y a là. L'IA va vous suggérer un mot autre que celui que l'auteur a proposé et vous ne verrez pas que le mot de l'auteur, ici au contexte, vous allez vous dire le mot de l'IA est littéraire, donc on va prendre celui-là et on va ignorer le contexte dans lequel ce mot a été utilisé par l'auteur. On va balayer et on va dire à l'auteur, bon, voici ce qu'il faut, voici, parce que la littérature, on va lui sortir tout un charabia qu'on ne comprend pas soi-même. Donc, faites cette expérience. Prenez, sélectionnez 10 éditeurs au hasard, parce que l'expérience, je l'ai faite avec presque tous nos éditeurs. Je ne sais pas s'il y a un seul éditeur au Cameroun dont je n'ai pas lu le livre, dont je n'ai pas lu une publication. Donc, essayez, prenez cette expérience, vous allez vous rendre compte que ce que vous rencontrez le plus, ce sont des fautes. Pourtant, ces éditeurs disent utiliser des outils pour la relecture. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique tout simplement que quand le texte il arrive, on ne relit plus. On ne le lit pas. Donc, première des choses, lisez. Lisez les textes. Votre niveau, vous en tant que relecteur, l'IA ne va jamais l'accroître. L'IA ne va jamais accroître votre niveau. Bien au contraire, il va vous exposer, il va exposer votre véritable potentiel. C'est ce qu'il va montrer au lecteur. Parce que dans tous les cas, quand un lecteur tient un livre, oui, il dira, mais cet auteur, il est faible. Parce que l'auteur n'a pas lu son BAT, il n'a pas su reconnaître des choses qui ne devaient pas être à leur place. Mais il dira surtout que cet éditeur n'est pas sérieux. Il trouvera surtout que l'éditeur n'est pas compétent, il n'est pas sérieux. Et avec raison. Parce que si vous voulez faire un véritable travail de relecture, vous devez commencer par vous asseoir et lire. Mais quel est votre niveau avant déjà de prétendre être un relecteur? Est-ce que vous êtes au point avec votre grammaire, votre orthographe? Est-ce que vous vous êtes recyclé? Est-ce que vous suivez l'évolution de la langue? Est-ce que vous suivez même l'évolution de l'écriture pour être élémentaire? Parce qu'aujourd'hui, avec les IA, il est clair que les relecteurs doivent reconfigurer leur système, leur méthode de travail. On doit passer à autre chose. Il faut être un peu plus vigilant. Et un peu plus vigilant veut dire un peu plus compétent. Il faut accroître son potentiel. Si on ne l'accroît pas, on va multiplier les échecs de publication. C'est tout ce qu'on va réussir à faire, multiplier les échecs. Plusieurs éditeurs disent, parce que à diverses occasions, à diverses conférences, j'ai entendu dire que les gouvernements, l'État ne finance pas assez, donc il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir payer des relecteurs. Bon, il y a un éditeur qui me l'a dit un jour, il me dit, bah, quelqu'un comme toi n'a pas assez de moyens pour le payer et tout, donc voilà, on est obligé de faire avec ce qu'on a sous la main. Mais qu'est-ce qu'on a sous la main? Un auteur à humilier. Voilà ce qu'on a sous la main. Voilà ce qu'on a sous la main, un auteur qui va se faire humilier. Si on n'a pas assez de moyens pour faire relire les textes, et par assez de moyens, ce que je veux comprendre, bien comprendre par ce que ces éditeurs disent, c'est que s'ils ont 10 auteurs, ils ont juste les moyens de faire relire 2 auteurs. Pourquoi ne pas s'en tenir à ces 2 auteurs et qu'on ait 2 livres sérieux? Pourquoi ne pas s'en tenir à publier 2 auteurs, vu qu'on a les moyens que pour 2 auteurs, et faire des publications sérieuses? Voilà, par exemple, ça résoudrait pas mal de choses. Pourquoi vouloir publier 50 auteurs quand on a juste les moyens d'en publier 5? Pourquoi? Le tort qui est fait, quand on parle de livres de qualité, je me rappelle en 2014, quand il y a cette idée de livre de qualité, il y a un éditeur camerounais basé en France qui me dit c'est quelque chose qui ne marchera jamais en Afrique, c'est une affaire de blanc. La qualité, c'est une affaire de blanc. Il ne faut pas attendre ça de nos livres. Mais il est éditeur. Mais comment on va tenir un tel discours? Mais justement, rien qu'avec ce discours, on réalise qu'on ne peut même pas déjà parler
de lecture. Cela signifie seulement que nos éditeurs, ils lisent pas. Ils font comment s'appelle encore cet éditeur en ligne là, vers lequel tout le monde s'est versé? Edilivre. À un moment, tous les livres étaient estampillés Edilivre. Et ils étaient tous aussi mauvais les uns que les autres. Edilivre, c'était bon, voilà, ta voix et tout ceci, bon, voilà, on met en forme, on met ceci, on met telle autre chose, et tu vas payer pour recevoir tes exemplaires, et basta. Donc, on était dans un édilivre. Maintenant, on a des édilivres physiques. Il faut bien qu'on retrouve la littérature. Et pour retrouver la littérature, il faut qu'on recommence à lire. Les habitudes de lecture, où sont-elles passées? Un relecteur qui ne lit pas le manuscrit qu'il reçoit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Un auteur qui ne lit pas lui-même le BAT de son propre manuscrit quand il le reçoit, qu'est-ce qu'on peut attendre? Au bout du compte, on a des livres qui sont indigestes. On a des livres qui sont indigestes. Oui, Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord. Mieux vaut 2 livres de qualité que 10 livres médiocres. Nettement, c'est comme ça qu'on fait grandir une littérature avec des produits de qualité. J'ai fait un petit crochet par la traduction pour vous parler d'une autre expérience qui m'a toujours été rapportée par un éditeur lors du salon de Francfort, lors d'un salon de Francfort. Il y arrive avec ses livres, bien sûr, édités, bien sûr, et tout ça, et voilà. Ces livres, certains sont traduits en allemand, parce qu'évidemment, au salon de Francfort, il faut bien séduire la clientèle. Il faut qu'elle puisse comprendre quelque chose. Mais à un moment, il est surpris de voir débarquer des gens qui lui demandent de tout remballer. Donc, il faut qu'il remballe tout ce qu'il a, il faut qu'il remballe. Il ne comprend pas, il demande pourquoi. On lui dit, les visiteurs se plaignent que vous ne présentez pas des livres de qualité et vos livres sont mauvais, sont mal traduits, sont pleins de fautes. Et ça ne fait pas honneur, ça ne fait pas honneur au salon de Francfort. Alors, on lui a demandé de tout remettre dans ses malles et de fermer le stand, fermer. Maintenant, il peut rester comme simple visiteur, mais il n'expose plus. Voilà ce qui lui a été dit. Il me dit, quand il est rentré au pays, il me dit, bon, déjà, sa honte, vous pouvez la deviner. Son embarras, vous pouvez le deviner. Quand il revient au pays, il me dit, c'est en relisant moi-même que je me rends compte des énormités qu'il y avait dans ces livres. Les traductions étaient trop mal faites. Ce n'était même pas de l'allemand, c'était une langue, c'est quelque chose d'hybride que lui-même ne comprenait pas. Et les fautes, il y en avait partout, tout simplement parce qu'il ne relisait pas lui-même ce qu'il publiait. Il ne relisait pas. Il ne lisait pas lui-même. Bien sûr, il a fait confiance à son équipe, c'est certainement des étudiants de lettres, ceci et toute autre chose là, qu'il a ramené. Mais quand on veut être professionnel, on s'attache les services d'autres professionnels. Il y a une grosse différence entre un diplôme et une expérience. Si le diplôme s'acquiert sur la base de l'expérience et non uniquement sur des notions, de petites révisions qu'on va faire pour avoir ces points et passer à la phase suivante, ce n'est pas nécessaire. La littérature est bien plus importante que cela. Il faut s'attacher les services des relecteurs. Il faut s'attacher les services des relecteurs et pouvoir proposer quelque chose de plus important et éviter ce type d'embarras qu'avait reçu notre éditeur à Francfort. Il faut éviter ce type de choses. Ça n'honore personne. Lire, c'est tout ce qu'il faut faire. Quand vous décidez maintenant d'utiliser des IA, pour ceux qui pensent que ça facilite le travail, pour ceux qui disent que ça facilite le travail, que ça fait gagner du temps, évidemment, ça fait perdre beaucoup de temps et d'argent. Je le disais dans une de mes interventions, c'était certainement jeudi. Quand je reçois, parce que je suis sollicité très souvent pour vérifier des traductions de livres, romans, poésie et autre chose. Alors, quand je reçois des textes en révision, très souvent, l'éditeur va payer le double. Ou alors, la personne qui sollicite le travail va payer le double. D'abord, vous avez payé un traducteur qui a tout flanqué dans une IA. Maintenant, vous devez payer la personne qui va corriger. Parfois, on me dit, bon, voilà, essaie juste de voir si c'est lisible. Et je dis, non, je ne fais pas ce type de boulot.
Je ne vais pas vérifier si c'est lisible. Est-ce que c'est la traduction? Je ne veux pas vérifier si c'est lisible ou pas. Je veux voir, est-ce que c'est la traduction? C'est le boulot que je fais. C'est pas la traduction. Soit on recommence, soit vous payez pour la révision qui va vous coûter 2 fois plus cher que ce que vous avez donné pour la traduction. Parce qu'en révision, je dois avoir le texte original, le texte traduit par votre traducteur et celui que je vais moi-même maintenant proposer parce que je vais refaire ce texte. Je vais travailler à nouveau, je vais travailler sur les deux. Donc c'est plus de temps. Ça fait perdre du temps. C'est plus de travail et ça vous fait perdre plus d'argent. Donc ce n'est en aucun cas une facilité. Si vous voulez les utiliser, ou alors, déjà, moi mon conseil, les IA, en ce qui concerne les traductions, les créativités, oubliez, laissez tomber, mettez ça de côté, ne les utilisez pas. Mais étant donné que certains prennent la littérature pour quelque chose de carré, de logique, mathématique, en se disant, non, les IA, c'est incontournable. Si vous voulez utiliser les IA, apprêtez-vous déjà à passer plus de temps sur votre travail. Apprêtez-vous à passer plus de temps. Que vous ayez acheté, que vous ayez payé. Parce que déjà, les logiciels gratuits, évidemment, les gratuitiels, il n'y a rien de tel pour vous mettre un désordre pas possible quand vous avez à travailler. Il n'y a rien de tel pour vous mettre un désordre pas possible. Donc, même si vous achetez votre logiciel, la personne que j'étais allé voir avait acheté Antidote. C'était pas Antidote, c'était pas un gratuitiel, la personne l'avait acheté. Mais ce que je voyais souligné restait erroné. Ne les utilisez pas, mais si vous les utilisez, apprêtez-vous déjà à passer plus de temps avec les textes des auteurs. Apprêtez-vous aussi à devoir solliciter des personnes extérieures à votre entreprise qui pourront lire ces textes et vous donner un véritable avis. Parlant toujours des gratuitiels, c'est quand même étonnant que la majorité des éditeurs, qu'ils soient du Cameroun ou d'ailleurs, téléchargent leur logiciel de montage. J'ai fait une expérience un jour parce que je ne comprenais pas comment cela se faisait, même si le relecteur est hyper incompétent. Rajouter des fautes à un texte, c'est quand même quelque chose de grave, même si c'est très possible. J'ai reçu un texte tout récemment qui avait des fautes très graves sorties d'un relecteur, mais il y en a d'autres qui fonctionnent autrement. J'ai remarqué, j'avais relu un texte et quand je vois, parce que moi je fais mon travail de relecteur, après je l'envoie les BAT et autres, c'est pas moi que ça concerne. Moi je suis extérieur à la structure. Mais quand je vois le livre, je dis non, c'est pas ce que j'ai fait comme travail. Je comprenais pas. L'éditeur me dit non, mais oui, tu es un être humain comme les autres. Les fautes, tu peux aussi, il peut t'échapper des choses. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a des choses qui échappent pas. Il y a des choses qui, et surtout, à un certain rythme, à une certaine fréquence, il y a un nombre. Quand même, je voyais des choses ici et là et tout. Je lui ai dit, OK, laisse-moi vérifier. Je vérifie le document que j'ai envoyé. Je vois le document, je vois le livre qui est publié. Je lui ai dit, non, mais allons-y page par page. Voici mon document. Mais comment fais-tu pour avoir publié ce livre? Mais voici ce que moi je t'ai envoyé comme document. Il n'y a pas tout ce que je vois de l'autre côté. Déjà, il y a une mauvaise habitude que les éditeurs ont. Ils appellent ça intégrer les fautes. De grâce, quand vous recevez un manuscrit, chers éditeurs, quand vous recevez un manuscrit, ne le montez pas avec toutes ces fautes et dire que vous allez intégrer les fautes après. Ne faites pas ce boulot. Oui, c'est vrai, il y a cette course-là, on veut publier 700 livres par an et tout ça, mais laissez tomber cette mauvaise habitude. N'allez pas monter un texte en vous disant, bon, le texte il est déjà monté, maintenant on va intégrer les fautes. Moi, j'ai vu un livre. Le livre fait plus de 300 pages. Les 10 premières pages avaient plus de fautes que le nombre total de pages de ce livre. Alors, prenez un relecteur qui doit intégrer. Prenez quelqu'un qui doit intégrer plus de 10 000 fautes. Comment est-ce que vous croyez que la personne va faire? Oui, parce que c'est possible. Hein? C'est possible d'en avoir dans ces textes. Si déjà à 10 pages, on a plus de 300 fautes, vous doutez bien qu'à 300 pages, on sera très loin. Donc, si vous avez
un relecteur à qui vous demandez d'intégrer 1000 fautes. Pas un relecteur, mais un monteur, parce que en général, c'est le travail de celui qui va monter. C'est encore plus grave. Donc, c'est à votre monteur que vous allez demander d'intégrer les 1500, les 2000 fautes. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va lui arriver à un certain moment? Il ne verra plus rien du tout. Il ne verra plus rien. Donc, laissez tomber déjà. Quand vous avez tant que le texte n'est pas prêt, ne le montez pas. Ne dites pas, nous allons intégrer les fautes. Ça ne se fait pas, cette histoire-là. Vous n'allez, je comprends même pas déjà comment c'est possible quand on connaît le niveau qui est soumis. Donc, vous n'allez pas monter un texte avec toutes ces fautes et vous allez dire bien maintenant. Et quand il y a des phrases, parce qu'il n'y a pas que des fautes, il n'y a pas que la grammaire et l'orthographe, il y a des phrases à reconstruire. Quand on reçoit, qu'est-ce que la personne qui est en train de monter va faire? Elle va saisir toutes ces phrases, elle va saisir tous ces paragraphes qui ont été refaits. Non, vous ne pourrez pas y arriver. Vous n'y arriverez jamais. C'est pourquoi, bien sûr, quand vos livres, chers éditeurs, doivent passer de votre édition à une édition occidentale, ils se font corriger et ce n'est pas honorable. Ils sont corrigés pour être réédités. Et ça, ce n'est pas du tout honorable. Prenez le temps de lire. Ça, c'était le premier point. Le second point, les outils que vous utilisez, surtout vos outils de montage. J'étais allé vérifier et je me suis rendu compte que le souci majeur venait du logiciel. Quand vous avez un logiciel que vous avez téléchargé gratuitement ou alors qui a expiré, à quoi vous allez vous attendre? Ce logiciel va provoquer des choses pour vous obliger à acheter une meilleure version. Mais vous ne comprenez pas ça ainsi, vu que vous ne lisez même pas les livres. Il y a des mots que ce logiciel va supprimer quand il va falloir exporter vers l'impression. Il y a des mots qui seront supprimés. Il y a des lettres qui seront supprimées. C'est pourquoi vous pouvez lire certains livres, vous vous rendez compte qu'en fait, après cette phrase, il doit y avoir une suite, mais vous ne trouvez pas la suite. Vous ne voyez pas la suite, tout simplement parce que le logiciel est taillé ainsi. Il est devenu caduc. Il ne peut plus remplir ses fonctions. Et par conséquent, il va faire l'inverse de ce pourquoi il a été créé, c'est de vous proposer des choses qui ne seront que des champs de mine. Voilà. Achetez, mettez à jour, soyez toujours à jour avec vos logiciels. Sinon, vous allez souffrir de ce type de choses. Et ça, je l'ai remarqué chez plusieurs éditeurs. Le livre, il est bien corrigé, mais quand il est monté et exporté, il se retrouve avec des incohérences. Parfois, et ça, je l'ai vu chez un autre éditeur, votre logiciel va importer des parties d'un texte déjà travaillé sur cette machine-là. Et ça, c'est l'auteur qui est venu voir l'éditeur pour lui dire, non, mais c'est une note de bas de page. Moi, j'ai écrit un livre sur la religion, mais je vois, et la personne n'était même pas quelqu'un d'ici. Et la personne trouve en note de bas de page des références qui lui racontent des trucs sur la chefferie Bamoun, des choses comme ça. Mais ce n'est pas possible. Un gratuitiel va faire ce type de choses, importer des blocs de texte qui n'appartiennent pas à ce texte. Et si vous n'êtes pas vigilant, même chez les traducteurs, ça arrive. L'auteur vous dira, vous n'avez pas traduit telle partie. Et vous allez réaliser en fait que cette partie-là n'a pas été traduite. Parce que ça arrive aussi. Intégrer les fautes, Jean-Pierre, oui, en fait, j'ai essayé de comprendre, parce que même si je sais ce que ça signifie, je veux toujours comprendre ce que ça représente. On va prendre tout un texte, on va le mettre avec toutes ses fautes, on va le monter, directement il est prêt au format A5 et on va attendre la correction. Quand la correction arrive, on voit des choses qui sont absolument catastrophiques. Presque toutes les fautes se retrouvent là parce que la personne qui est censée les intégrer a des coups de barre, ne comprend pas grand-chose, elle trouve qu'elle n'est pas assez payée pour faire ça. Oui, ça aussi, ça arrive. La personne trouve qu'elle n'est pas assez payée et donc voilà, elle va faire. Je connais un relecteur qui m'avait dit, lui, s'il reçoit 25 000, il fait une relecture de 25 000. Il reçoit 50 000, il fait une relecture de 50 000. Je lui ai dit, OK, bon, on va faire un exercice tout simple. Voici une page. Dis-moi, cette page, si je te donne 50 francs, comment fais-tu la relecture de 50 francs? Il me dit, c'est mon temps de lecture tout simplement. Donc, je vais retourner le texte tel qu'il est présenté là. Donc, il y a ça qui arrive. Chers éditeurs, est-ce que vous payez assez vos relecteurs?
Posez-vous aussi la question, hein, parce qu'il y va de la crédibilité de votre maison. Ne voyez pas certains prix que vous allez prendre ici et là et toute autre chose pour des besoins, des causes ou pour des affinités que la littérature ne comprendra jamais. Et concentrez-vous sur le travail réel, sur votre équipe. Vous avez un comité éditorial. Il y en a qui ont jusqu'à 5-6 personnes en comité éditorial, mais comment un livre peut arriver à passer avec autant de fautes pour rester élémentaire? Donc, quand vous utilisez des logiciels, assurez-vous au moins d'avoir des logiciels vrais, des logiciels à jour, des logiciels qui tournent, qui sont encore actifs sur le plan de leur fonctionnalité. Un jour, je rencontre un traducteur. Là, j'étais à Boya pour des ateliers. Je rencontre un traducteur et nous avons un petit échange. Je lui dis, même les logiciels les plus performants de traduction ne reconnaissent pas certaines choses. Ils ne peuvent pas tout traduire. Il me dit, non, lui, il a un très bon logiciel. Bon, voilà, ça peut faire ceci. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, voici ceci. Prends cette phrase et essaye de la traduire. Mets-la dans ton logiciel et donne-moi, fais-moi venir la traduction. La phrase, c'était, donne donc des dollars dévalués dans des domaines dépeuplés. C'était ça la phrase, donne donc des dollars dévalués dans des domaines dépeuplés. Je lui ai dit, vas-y, mets ça dans ton outil et qu'on essaie de voir ce que ça fait. L'outil m'a sorti quelque chose qui avait absolument rien à voir. Oui, dans le sens, c'était là. Mais dans la construction, ce n'était pas là. Donc, l'outil n'avait pas traduit ce que j'ai demandé. Tous les mots chez moi commencent par D. Donne donc des dollars dévalués dans des domaines dépeuplés. Chaque lettre, chaque mot commençait par la lettre D. Si le logiciel m'avait donné une phrase où chaque mot commençait par la lettre, commençait par la même lettre, que ce soit F, que ce soit n'importe quoi, je me serais dit, oui, c'est pas obligé de commencer par la lettre D, mais au moins ça a reconnu ce style. J'ai fait autre chose. J'ai créé une phrase, et celle-là je l'ai oubliée. La phrase allait de A à Z. Le premier mot commençait par A, le deuxième B, le troisième C, D, D. C'est une phrase que j'avais soumise aussi, que j'avais fait soumettre, toujours à un outil performant. L'outil a traduit la phrase sans tenir compte de l'alphabet, parce que c'était A, B, C jusqu'à Z. C'est comme ça que les mots, je les avais alignés. Et l'outil n'a pas reconnu. C'était un outil très cher déjà. C'est un outil qui traversait qui avoisinait les 1000 euros. Donc c'est un outil cher. Mais il n'a pas reconnu la structure de la phrase. Dites-vous que si vous ne lisez pas, lisez très bien, parce que même dans les livres, il y a des codes qui vont apparaître. Les auteurs ont certaines fantaisies. Vous allez voir des auteurs qui vont faire des énumérations alphabétiques. Et ils tiennent à cela. Quand vous traduisez, vous devez tenir compte de l'écriture d'un auteur, pas seulement de l'idée de ce qu'il voulait dire. Il y a aussi son écriture qui se traduit. Mais quelle est donc son écriture? Un auteur dont on ne connaît pas l'écriture, dont on ne connaît pas le style, dont on ne peut pas retracer l'influence, mais finalement, vous avez traduit quoi? Vous avez traduit quoi? Vous avez converti son texte dans une autre langue, vous ne l'avez pas traduit. Donc, vous avez fait une conversion et non une traduction. Pour être dans ce domaine, particulièrement celui de la traduction, il y a quelque chose qui arrive et qui est souvent pénible. C'est la différence qu'on n'arrive pas à faire entre quelqu'un qui est bilingue et un traducteur. Entre un traducteur et un traducteur littéraire. Je dis toujours aux traducteurs, ceux qui ne sont pas traducteurs littéraires, n'acceptez pas des marchés de traduction littéraire, ce n'est pas votre domaine. Oui, peut-être ça paye. Ça donne un certain montant. Oui, on veut cet argent, mais on n'a pas cette compétence. Et les bilingues, abstenez-vous de vous prendre pour des traducteurs. Pour traduire, il y a d'autres effets, il y a d'autres subtilités dans la langue qu'on va rechercher. Vous savez, il y a une phrase qui était très courante.
quand on était au collège. Mais je crois que des gens d'aujourd'hui, les élèves d'aujourd'hui aussi peuvent la retrouver. Quand on demandait, moi par exemple, j'étais très assidu à mes cours d'anglais et j'étais toujours j'avais toujours un livre de grammaire, un livre de traduction, quelque chose. Depuis le collège, j'avais ça. Et à la maison, on avait des livres où il y avait de la littérature traduite. Donc, il y avait un côté en français, l'autre en anglais. Donc, il y avait toutes ces choses. Et j'ai commencé à me poser très tôt certaines questions. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors, il y a cette phrase, quand les gens me trouvaient dans cet état, mais qu'est-ce que tu fais toujours avec l'anglais? Tu es toujours là avec toi, un petit livre en anglais, tu es toujours en train de lire les règles, tu vas toujours chercher si rien n'a évolué, comment la langue a évolué depuis. On est allé de Shakespeare, Chaucer et tout ça. On a fait remonter la langue plusieurs trucs. À quoi ça te sert tout ça? Et je disais toujours, je ne sais pas. Mais il y avait l'autre phrase maintenant, quand c'est moi qui posais la question, dans un autre sens, mais pourquoi vous ne faites pas vos cours d'anglais? Pourquoi vous sortez quand il y a cours d'anglais? Pourquoi vous ne faites pas anglais? Et la réponse était une autre question, l'anglais va me faire quand? C'était ça. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu bilingue, peut-être parce qu'on n'a pas su comment s'inscrire, on allait faire l'être bilingue, parce que c'est ce qui était à la portée, ou alors c'est là qu'on avait une affinité qui pouvait nous inscrire. Et on se retrouve libéré dans le marché, on ne sait pas trop quoi faire. Ah non, mais telle personne a fait l'être bilingue, donnez-lui un texte, donnez le texte et la traduction sera faite. Conséquence, parfois je marche dans la rue, je vois les banderoles qui sont là, je lis les plaques, je vois tout ça, des traductions tellement erronées que j'ai même du mal à réaliser que quelqu'un était payé pour ça. Les plaques publicitaires, vous voyez des fautes partout. Il y en a une à côté de chez moi, c'est tellement immense que je ne sais même pas si la personne qui l'a posée ne regarde, ne voit pas ce qui est écrit. Donc, essayons tout simplement de nous dire, de nous poser les bonnes questions. Repartons à la base. Parce que dire à des adultes, il faut lire un texte qu'ils reçoivent, je trouve quand même que c'est un peu les insulter aussi. Mais on est obligé de le leur rappeler. Oui, on disait au lycée que c'est Dieu qui donne l'anglais. Parfait, dit Annalise. Ça aussi, je l'avais entendu. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Donc, oui, et quelqu'un m'a dit un jour, ne crains pas trop. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Bah, tout le travail que j'ai fait, tout le temps que j'ai passé à me taper des traductions, à me poser des questions. Mais il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fait pour ce métier ou alors c'est un couloir? Dans un groupe WhatsApp, j'ai lu, il disait que non, si vous avez vos choses de qualité à faire, allez les faire, mais laissez chacun gérer son comptoir. Laissez chacun gérer son comptoir. Et quand on sera mis de côté, on dira que c'est le racisme. On dira que non, on ne prime pas tel parce que c'est le racisme. Bien sûr. Ngugi wa Thiong'o a souffert de racisme. Quand c'est Mbouga en Goncourt ou Abdul Razak Gouna en Nobel, c'est que ce sont des pions du blanc. Mais on va toujours trouver une petite excuse. Mais on ne verra jamais soi-même qu'on ne veut pas s'appliquer. Alors, comment on fait pour s'appliquer? Si vous voulez utiliser des outils de relecture ou de traduction littéraire, assurez-vous d'être au-dessus de ces outils. Si votre niveau est moins que ces outils, si vous le faites un peu comme quand on disait le scientisme, la croyance en la toute-puissance de la science. Alors, si vous faites de l'IAisme, la croyance en la toute-puissance de l'IA, laissez tomber. Cela signifie tout simplement que vous n'avez pas vous-même le niveau pour relire ou traduire. C'est ce que cela signifie. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. C'est une réalité, c'est votre réalité. Vous pouvez, je sais pas, vous en défaire en public, mais votre expression la dira toujours. C'est votre réalité. Tout simplement. Si vous ne pouvez pas dompter ces outils, vous laissez tomber. Vous laissez tomber tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent bien les utiliser, dites-vous que le deuxième travail que vous allez avoir à faire, c'est de vous asseoir maintenant et lire intégralement le texte qui est produit ou le texte qui est relu. Vous allez vous asseoir et lire intégralement, de la première à la dernière lettre. Oui, je sais que c'est là qu'il y a toutes les difficultés. C'est très compliqué.
C'est très compliqué parce qu'on est de plus en plus paresseux, on est de plus en plus distrait, on est de plus en plus porté vers autre chose. Mais il faut commencer par relire. Il faut déjà commencer par lire. C'est ça le premier point, il faut lire. Et quand on reçoit un texte, le relecteur ou le traducteur, n'ouvrez pas la première page et vous commencez à corriger ou traduire. Lisez ce texte intégralement avant d'y toucher. Lisez-le intégralement. En le lisant intégralement, vous allez réaliser ce que ce texte vaut. Vous allez réaliser sa portée. Vous allez comprendre certaines choses que vous n'aurez pas à découvrir au fil de votre relecture ou bien de votre traduction. Vous n'aurez pas à bafouiller, à vous dire, ah non, mais là-bas c'était ceci, c'était tel. Non, lisez-le intégralement. Prenez connaissance du texte. Prenez connaissance du texte. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Donc, prenez connaissance intégralement avant d'y toucher. Même si vous rencontrez des fautes, c'est dur. Et même si vous avez l'impression que c'est facile, vous pouvez commencer à traduire. Non, laissez tomber. Lisez-le intégralement. Lisez-le intégralement avant d'y toucher. Vous saurez où va l'auteur et ce qu'il veut. Quand vous recevez un texte et votre premier réflexe, c'est dès la première page, vous commencez déjà à vous travailler autre chose, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'après, il y aura des ajustements à faire. Et si quelque chose que vous avez corrigé, va s'expliquer ou se justifier ailleurs, parfois il y a la paresse de revenir. Même seulement la paresse de retrouver l'endroit où ça avait été dit pour pouvoir ajuster. Il y a ça qui peut apparaître. Donc, allez-y d'abord par la lecture. Vous recevez un texte en comité éditorial, l'auteur l'a écrit, vous devez le lire. Lisez-le avant d'y toucher. Lisez-le avant d'y toucher parce que c'est la première étape. Une fois que vous avez lu votre texte, vous savez maintenant de quoi il est question. Maintenant, vous savez de quoi il est question. Et vous pouvez commencer à le corriger ou le traduire. Pour les traducteurs, si vous ne l'avez toujours pas saisi, relisez-le. Il ne coûte rien de le lire. Si vous n'avez toujours pas saisi le texte, c'est pourquoi on vous donne du temps pour traduire. On vous donne du temps pour corriger. Si ça prend du temps, méfiez-vous déjà, les auteurs, de l'éditeur qui reçoit votre texte aujourd'hui et qui vous appelle demain pour vous dire, OK, c'est bon, vous pouvez être publié. On est dimanche. Bon, oublions le dimanche. On est lundi. Vous déposez votre texte lundi. Il vous appelle mardi pour vous dire que vous aurez vos exemplaires jeudi. Non, mais honnêtement, après quoi vous courez? Certainement après un grand mur qui sera heureux de vous accueillir. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre son temps. Tout prend son temps. Ne courez pas après 50 livres. Un seul livre suffit à vous faire une véritable réputation en littérature. Ne courez pas après le nombre de livres publiés. Laissez tomber cet aspect. C'est juste, ce sont des mirages qu'on va vous vendre. Donc, assurez-vous, même déjà d'avoir lu des livres de l'éditeur que vous sollicitez. Vous venez pas, il y a des auteurs qui me rencontrent, me disent, bon, Raph, moi, je n'ai pas le temps de lire, je fais tel fait. Tu peux me recommander quel éditeur? Je précise toujours, dans le moindre mal, voici celui que je vous recommande. Et je ne veux pas vous dire que voici le meilleur, non, je vais dire le moindre mal, c'est celui-ci. Évidemment, parce qu'on sait comment ça travaille. On sait ce qu'il y a tout autour. On ne va pas se le cacher. Maintenant, c'est la quantité d'insuffisance qu'on va retrouver. Et ça qui pose un autre problème. Donc, il faut lire 2 fois, 3 fois s'il le faut. C'est pourquoi on a du temps pour traduire.
C'est pourquoi on donne du temps pour traduire. Parce que justement, ça va le faire ainsi. Il faut du temps. Il faut du temps pour traduire, il faut du temps pour corriger. Être même sûr qu'on a compris l'auteur avant de changer le moindre mot. Vous pouvez dire, l'auteur, vous pouvez lire dans un texte, Jean avançait à petits pas. Et vous, bien sûr, vous vous dites, bon, Jean avançait à petits pas. Vous allez dire peut-être non, Jean, vous allez dire à l'auteur, non, Jean marchait lentement, c'est nettement mieux, c'est plus direct, c'est plus ceci. Non, c'est pas plus direct. L'idée d'avancer et l'idée de marcher, si le mouvement, si l'action, c'est la même, le mouvement n'est pas le même. Le mouvement, là, je parle du regard de l'auteur. L'auteur qui dit avancer à petits pas ne veut pas dire marcher à petits pas, ne veut pas dire marcher lentement ou marcher à petits pas. L'auteur a bien utilisé le verbe avancer. Maintenant, il faut voir d'où est parti le personnage, quel est, et son verbe avancer va rentrer dans la psychologie du personnage, mais pas dans la psychologie du relecteur. Est-ce que le relecteur a compris? Non. Est-ce que l'IA va permettre au relecteur de comprendre? Non. L'IA pourra suggérer quelque chose de plus simple, parce que l'IA est fait, en fait, l'IA est faite pour vous simplifier les choses, pas vous les compliquer. Et quand ça perçoit complication, ça va simplifier. Mais seulement cette simplification n'entre pas dans le contexte. C'est donc vous, c'est à vous, l'être humain, qu'il revient de rester dans le contexte. L'IA ne rentre pas dans le contexte. Ça veut dire, bon, cette phrase-ci, bon, ça m'a l'air un peu trop inversé, c'est un peu désordonné. Donc, moi, je vais y mettre un peu d'ordre. Mais ce désordre avait été voulu ainsi par l'auteur pour une raison que vous allez découvrir au fil de la lecture. C'est pourquoi je demande aux relecteurs et traducteurs de lire d'abord avant de toucher. Lisez intégralement un texte avant de commencer à le corriger ou avant de commencer à le traduire. Il faut le lire intégralement. Il faut prendre connaissance du texte, du travail, et surtout de l'effort que vous aurez à fournir. Prenez connaissance de cet effort. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver en chemin quand vous êtes en train de relire. Vous lisez une page, 2 pages, 3 pages, et vous vous dites, non, mais ça ne le fera pas. Vous vous sentez fatigué, alourdi, peiné, mais vous avez déjà été payé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à être moins regardant sur certaines choses. Il y a des auteurs dont on connaît l'écriture, dont on connaît le potentiel, dont on connaît même la quantité de fautes, dans le volume de travail à faire. Quand ils nous envoient le texte, on sait à quoi on a affaire. Malgré cela, on demande toujours aux auteurs de nous laisser évaluer leur texte. Comme ça, on verra bien ce que ça prendra en termes de temps, en termes d'argent et tout ce que ça comporte. Donc, on leur demande de nous laisser évaluer leur travail. C'est ce qu'Acolyte fait. Et quand je parle de 11, là, je parle d'Acolyte. C'est ce qu'Acolyte fait. Évaluer le travail avant de s'y lancer. Si vous ne l'évaluez pas, vous allez vous tromper. Et à des moments, vous allez même croire que vous êtes sous-payé. Ou vous allez croire qu'on ne vous a pas assez payé. Donc, vous allez réduire votre volume ou alors tout balancer dans une IA et vous dire, OK, d'accord, je vais relire un peu 2 ou 3 choses par-ci, par-là, après on verra. Mais est-ce que ces 2 ou 3 choses équilibrent le texte? Il y a plusieurs aspects qui doivent être regardés. Quand on parle de relecture, quelqu'un m'a dit une fois, bon, je vais tout rester avec quelqu'un, je ne citerai pas de nom, bien sûr. Quelqu'un m'a dit une fois, mais ceux qui ont dit ou fait telle chose, bon, ils se reconnaissent très bien. Quelqu'un m'a dit une fois, bah, pour bien relire un texte, pour bien faire relire un texte, il faut le donner à un instituteur. Je dis, ah, d'accord, il faut le donner à un instituteur. Je dis, parfait. Et c'est pour qu'il fasse quoi concrètement, l'instituteur? Il me dit, oui, l'instituteur, il est très rattaché à la langue et autres choses là et tout. Je dis, oui, quand tu dis instituteur, je crois que tu fais référence à ces vieux d'une autre époque qui avaient le soin, qui avaient le sens du soin de la langue. Je crois que tu fais référence à cela. Parce que si je vais prendre les enseignants d'aujourd'hui, que ce soit du primaire, que ce soit du secondaire, d'abord quand je vois ce que mes enfants me ramènent à les notes qu'on envoie aux parents, mais quand vous voyez déjà ce qui est écrit, vous vous demandez pourquoi vous êtes convoqué si votre enfant, par exemple, on trouve qu'il ne veut pas faire d'efforts en tel jour. Mais le discours qui vous dit que votre enfant ne peut pas faire d'efforts, lui-même demande à faire des efforts.
Alors, si vous voulez parler de ces enseignants d'aujourd'hui, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on laisse tomber ces enseignants de langue. Parce que, bien sûr, on a beaucoup de livres qui sont publiés par des enseignants de langue et vous savez très bien ce qu'on trouve à l'intérieur. Je lui ai dit non, ça, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir une grande expérience de la langue. Il faut avoir vraiment une grande expérience d'une langue. Comme même quand on est traducteur, si vous n'avez pas l'expérience des langues, je ne parle pas d'être bilingue, je ne parle pas d'occasionnellement parler des choses, je ne parle pas d'avoir eu un diplôme qui dit qu'on peut faire quelque chose ou bien qu'on pourrait faire quelque chose. Je parle d'une expérience. Est-ce que vous avez une expérience de la langue dans ses moindres détails, dans ses petits recoins? Est-ce qu'il vous vient souvent de vous asseoir, de vous dire ce mot, je m'en vais le chercher à sa racine, voir comment il a évolué pour arriver à tel endroit. Et comme ça, vous allez comprendre quand on l'écrit. Certains vont l'écrire, vous allez dire que non, mais votre mot est caduc. Mais parce que vous ne connaissez pas l'histoire de ce mot. Est-ce que vous connaissez l'histoire des mots? Est-ce que vous connaissez? Il faut avoir une expérience pratique des langues pour les corriger ou les traduire. Il faut en avoir une expérience pratique. J'ai vu des gens corriger des choses qui n'étaient même pas des fautes. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas l'expérience d'une langue. Pire encore, quand on veut dire que non, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, bon, et puis de toute façon, ce ne sont pas nos langues. D'accord, je suis tout à fait d'accord, ce ne sont pas nos langues. Je suis allé dans mon village il y a quelques années, j'ai assisté à la messe du dimanche. Je suis allé à la messe du dimanche, ce qui n'est pas la chose la plus courante, mais tout simplement parce que il fallait voir quelqu'un. Quand je suis allé à cette messe, et la personne s'y trouvait. Là, il y a le prêtre donc qui va faire son homélie et qui va lire la Bible en bakoko. Ça, c'est ma langue, le bakoko. Il va lire en bakoko. Et il y a un vieux qui se lève, qui lui dit, ce que vous venez de dire là, c'est, vous voulez dire au futur quelque chose que vous êtes en train de dire au passé. Ce n'est pas ça. Il dit que non, c'est ça, c'est comme ça que ça a été écrit. Il dit que non, ce n'est pas ça. Je vous dis que ce n'est pas ça, parce que ce n'est même pas déjà le bon bakoko. Le mot que vous utilisez ne sied même pas à ce contexte. Voici comment ça se dit. Voici. Nous ne sommes plus dans la langue du blanc. Nous sommes maintenant avec nos propres langues. Et on continue de se tromper. Ne croyez pas que si on se trompe dans la langue du blanc, on va se tromper. On ne va pas se tromper dans nos langues. Non, on se trompe très bien dans nos langues aussi. Et on le fait tous les jours. On ne connaît pas notre grammaire. On ne connaît pas l'orthographe. On ne connaît même pas nos conjugaisons. J'ai beaucoup apprécié que Jean-Pierre Noël Batum titre son recueil Yanni. On n'est pas obligé d'écrire tout un recueil, par exemple, en une langue, mais on peut commencer déjà à proposer des éléments digestes, facilement assimilables, pour qu'on commence à s'habituer à certaines langues. Yanni, il y a des gens qui disent Yanni, ça se prononce tellement facilement. Et Yanni, c'est hier, c'est demain. Donc, et ça se prononce aussi facilement. Donc, là, nous sommes maintenant chez nous. Mais revenons à cette langue qui nous permet de communiquer, à cette langue qui nous rassemble aujourd'hui. Comment va-t-on la corriger si on ne la connaît pas? Il ne suffit pas de beaucoup lire. Beaucoup lire peut même vous corrompre, exactement comme les IA font. Parce que quand vous lisez beaucoup, je suis allé à... c'est un plateau de télé, c'est une télé assez célèbre quand même. Et j'étais avec mon ami l'écrivain Grégoire Nguedi. Et là, il y a un critique qui avait lu le livre, mais le critique lui disait, bon, vous voyez, quand vous écrivez, et on voit comment Mongo Betty de ses mains de maître écrivait plutôt l'exode rural. Bon, moi, je me suis levé, suis sorti. Je suis sorti de là parce que je n'avais plus rien à y faire. Vous ne pouvez pas faire une critique d'un livre que vous n'avez même pas lu. Et vous ne pouvez pas, au début de votre, avant même le programme, avant la rencontre critique, venez vous asseoir et demander à l'auteur de vous dire, de vous donner un peu les grandes articulations de son livre. Vous ne pouvez pas, Il y a tellement d'impostures. Et c'est ce que les IA, c'est ce qu'on fait avec les IA. On fait beaucoup d'impostures avec les IA. On veut prétendre avoir travaillé. On veut prétendre avoir traduit. On veut prétendre avoir exprimé une compétence particulière. Mais on n'a ni compétence, ni volonté. Maintenant, il faut se recycler, il faut travailler. Ce n'est pas impossible. Ne pas avoir la compétence n'est pas avoir la compétence n'est pas une fatalité. C'est refuser d'accroître son potentiel qui en est une. Des ateliers sont donnés tout le temps. Pour des gens, ils vont pas y assister.
Je ne demande pas aux gens de venir à mes ateliers. D'abord, dans tous les cas, j'ai toujours des gens à mes ateliers. Il y a toujours des gens qui les suivent. Donc, je ne demande pas aux gens de venir spécialement chez moi. Mais il y a plusieurs autres personnes qui organisent des ateliers. Allez suivre ces ateliers. Allez les suivre. En ce moment, il y a Pauline qui est en train de suivre des ateliers sur les IA. Oui, il y a Pauline qui est en train de les suivre. Est-ce que ça fait d'elle une personne qui, je veux dire, est-ce qu'elle devrait avoir honte de vouloir en apprendre un peu plus sur les IA? Est-ce qu'elle devrait en avoir honte? Ça fait partie de son boulot. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de rechercher. S'il faut conjuguer avec les IA, comment doit-on se tenir? Même si on en a une grande idée, on n'a pas 100% de cette chose. Le petit pourcentage qui va nous manquer, on va aller le chercher. Si j'ai 99% de connaissances dans un domaine, je vais chercher le pourcentage qui me manque. Donc, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime les choses qui sont, j'ai envie de dire, parfaites. J'aime les choses qui sont bien faites. Donc, s'il manque quelque chose, je vais le chercher. Si on revient vers moi avec un texte, on dit, bon, il y a telle autre chose qui n'a pas marché. Je dis, OK, allons avec ce texte et voici, OK, je reconnais qu'il y a telle chose et allons-y. Mais pas d'approximation. On est toujours en train de collaborer. Toujours en train de collaborer. Donc, il faut apprendre. Il faut se former. Vous voulez être relecteur, vous savez où se trouvent des relecteurs professionnels. Vous savez comment. Apprenez auprès des gens qui ont de l'expérience. En venant, votre expérience à vous, c'est une expérience de base et votre potentiel va être accru. Mais si vous ne... Oui, Audrey, si tu as une question, tu peux directement tu peux directement l'écrire. Si tu as un potentiel que tu refuses d'accroître en te disant, bon, ce que je sais, là où je me trouve est largement suffisant pour faire ce boulot, là, tu vas te retrouver surpris. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des IA. Moi, rien qu'au visuel, je n'ai pas besoin de lire. Il y en a qui doivent lire pour savoir qu'un texte. Moi, je n'ai pas besoin de le lire. Rien qu'en regardant un texte, je sais qu'il est sorti de lire. Parce qu'il y a tout simplement, parce qu'il y a des choses, il y a des éléments que ceux qui sollicitent l'IA n'ont pas le réflexe d'aller changer. Ils vont laisser tel quel. Et voilà, donc quand vous n'avez pas besoin d'ouvrir un texte, vous savez que c'est un texte qui vient de lire. Et ça, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Et quand vous le lisez, bon, vous n'avez pas besoin de le lire, je veux dire, mais quand vous le lisez, vous êtes encore plus confortable, vous vous dites, OK, oui, c'est ça. Là, ça marche, c'est bon. Une seconde, s'il vous plaît. Donc, vous avez un potentiel, mais il faut l'accroître. C'est Grégoire Nguédi qui dit souvent, il y a, dans le football, si Messi et Cristiano Ronaldo étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient sur le terrain, ils ne seraient jamais ce qu'ils sont. C'est parce qu'ils suivent plusieurs règles, c'est parce qu'ils apprennent, c'est parce qu'ils travaillent très dur qu'ils en arrivent là. Ce qu'on va appeler génie, c'est vide. C'est vide. Il faut mettre quelque chose dans ce qu'on appelle génie. Vous avez une aptitude particulière, mais maintenant, comment cette aptitude devient concrète? Comment devient-elle pratique? D'accord, je prends la question de Audrey Ngebi. Un traducteur professionnel doit-il rester fidèle au texte original, même si celui-ci est mal écrit, ou a-t-il le droit de corriger les défauts de style ou de cohérence pour produire une traduction de meilleure qualité? Ok, ça c'est super comme question. Bon, ça m'amuse parce que la question m'a déjà été posée. Je dis toujours, ce ne sont pas tous les textes qu'on doit traduire dans l'état où ils se trouvent. Non, ce ne sont pas tous les textes qui doivent être traduits. Et quand un texte, moi, quand je reçois un texte, je retourne toujours vers l'éditeur en lui disant, OK, j'ai lu le texte, mais il y a ceci, il y a cela, il y a telle autre chose. Si le texte ne peut pas être relu, on ne peut pas le traduire. Sinon, je ne ferai pas la traduction. Ce que je vais faire, c'est donner à ce texte un niveau qui n'est pas le sien. Et je vais égarer le lectorat. Et comme je ne tiens pas à égarer le lectorat, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous laisser le soin de le corriger, sauf si maintenant, vous payez pour sa relecture aussi. Là, on fait d'abord la relecture.
on s'est accordé et je vais traduire le texte relu. Moi, je ne traduis pas les textes qui sont mal écrits. Pas du tout. Il y a des marchés qui arrivent, mais quand je regarde l'état du texte, je préfère dire tout de suite non. Si on paye pour la relecture, ça marche. Si on ne paye pas pour la relecture, je préfère le retourner. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question. Il ne faut pas à tout prix gagner de l'argent. Oui, c'est bien, c'est tout bénéfice. On veut tous être bien sapé, bien mis. On veut manger ce qu'on veut quand on le veut. Mais c'est pas au prix de n'importe quoi. C'est pas au prix de n'importe quoi. Donc, Audrey, si un texte est mal écrit, il vaut mieux qu'il soit d'abord corrigé. Et c'est cela. Sinon, il ne sera pas. Vous n'aurez pas traduit. Alors là, pas du tout. Ce ne sera pas une traduction. Au-delà des fautes d'orthographe et de la grammaire, que regarde ou corrige le relecteur? Le relecteur, Jean-Pierre, il veut dire les fautes d'orthographe et de grammaire. Dis-toi que il y a des textes qui arrivent sans faute, mais qui sont illisibles, qu'il faut reprendre. Il y a la structure, même seulement la simple structure des phrases. Les auteurs ont beaucoup d'idées, énormément d'idées. C'est les écrire ces idées qui posent problème. Les fautes, je veux dire, les fautes parfois relèvent de l'inattention. Bon, c'est vrai quand même qu'il y a des fautes, quand vous les voyez, vous vous dites non, mais cette personne a fait comment pour passer au parlementaire 1? Oui, c'est clair. C'est clair que il y a des fautes quand on se dit bon, attends, quand même, la personne, si elle enseigne quand même le français et tout ça, bon, ça craint. Mais on met pas mal de choses sur l'inattention, on va le faire. Mais même après avoir nettoyé tout ça, il y a des textes qui sont toujours pas de bons textes, il y a des textes qui sont toujours pas lisibles. Donc, on va regarder l'idée de l'auteur, pas en questionnant l'auteur, non, en questionnant son texte. C'est pourquoi je demande de lire intégralement un texte pour saisir l'idée de l'auteur. Parce qu'à des moments, vous allez devoir lire et comprendre où veut aller l'auteur avant de faire des suggestions. Parce qu'il y a des relecteurs tyrans. Ils vous imposent tout ce qui leur passe par l'esprit. C'est ce qu'ils disent qui compte. Et vous devez l'accepter ainsi. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. L'auteur a une idée, il n'a pas la bonne formulation, il a même peut-être les mots. Parfois, vous allez trouver que les mots sont en désordre et vous allez les ordonner. Les paragraphes sont en désordre, les chapitres, vous allez déplacer des blocs. On a eu à déplacer des blocs de texte. Vous lisez un livre de 300, un manuscrit de 300 pages, par exemple. Vous lisez quelque chose, vous vous dites que non, ça, c'est arrivé trop tôt. Et dans le fil de votre première lecture, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est arrivé trop tôt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un bloc. Peut-être la chose devait se passer à la 205e page. Alors, on va porter ça jusqu'à la 205e page et mettre ça là, en précisant bien sûr, et là, on fait ce travail avec l'auteur. Une fois qu'on a terminé, on a des ateliers qu'on organise pour travailler avec les auteurs sur la nouvelle version de leur texte. Il y a ces modifications, Jean-Pierre, qu'on va regarder. Les incohérences. Il y a un personnage qui commence Jean et finit Pierre. Bah, ça, il faut bien avoir ce que j'appelle la mémoire de langue, qui va faire en sorte que même si vous lisez un livre de 1000 pages, s'il y a une information que vous avez à la page 10 et à la page 984, vous avez une autre information, vous devez vous rappeler que ce n'est pas l'information que vous avez eue à la page 10 et ajuster. Donc ça j'appelle ça la mémoire de langue, ça se cultive aussi avec la lecture. Donc il faut pouvoir développer cette mémoire-là. Le relecteur, ce n'est même pas trop ce qu'il doit regarder ou corriger, mais ses capacités. Quelles sont ses facultés? Qu'est-ce qu'il a développé? Il y a une expérience qu'il doit acquérir de la langue, de la littérature, des sens. Vraiment, tous les sens doivent être en éveil. Tous les sens. C'est pourquoi moi je dis, l'IA ne peut pas faire ce boulot. Peu importe, même si c'est l'IA qui coûte 1 milliard. À moins, bien sûr, qu'on ait planqué quelqu'un derrière. Quand vous posez une question, lui répond directement. Oui, à moins qu'on ait planqué quelqu'un comme ça quelque part ce n'est pas la machine qui répond, mais en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vous répondre. Donc, il y a des choses. L'IA ne peut pas faire tout ça. Rentrer dans les contextes. Vérifier les couleurs. Ici, on a dit que c'était quelque chose de couleur. Est-ce que, dans ce contexte, c'est le blanc qui sied? Est-ce que si on ne vit pas ça à tel autre, on a eu des éléments où on a carrément changé la race. On a changé la race du personnage. Il est passé de noir à blanc ou de blanc à noir. Mais on a dû changer la race du personnage parce qu'en réalité, ce qui était décrit relevait beaucoup plus
de tel que de tel, et le personnage, et l'auteur nous dit, oui, justement, j'ai été influencé par ceci, c'est ça qui m'a poussé à écrire, mais je voulais plutôt le rapporter dans tel contexte, mais ça ne marchait pas, vu que les éléments étaient différents. Comprenez que la relecture coûte cher, Jean-Pierre. C'est pourquoi le relecteur n'est pas là pour juste grammaire orthographe, vous pouvez faire ça tout seul, avec un peu d'attention et un minimum de présence ou de souvenir de votre cours élémentaire 1, il y a des choses que vous trouvez tout seul. Maintenant, le relecteur doit être au-dessus de tout ça, pas au-dessus de l'auteur. Non, pas du tout. Il ne doit pas se prendre pour le maître de l'auteur. Non, parce que ce que l'auteur a produit, c'est l'auteur qui l'a produit, c'est pas lui. Donc, les deux se valent dans le cas où chacun apporte sa compétence. L'auteur a produit la sienne en écrivant et la vôtre, c'est en relisant. Donc, quand on relit maintenant, on doit aussi s'assurer que l'auteur a présenté certaines règles et il n'est pas en train de les enfreindre. La littérature n'a pas de règles, et tu le rappelais, Jean-Pierre, parce que je le dis tout le temps, la littérature n'a pas de règles, mais c'est l'auteur lui-même qui crée des règles. Et ce que le relecteur fait aussi, c'est s'assurer que l'auteur est en train de respecter lui-même les règles qu'il a établies. Il faut qu'il puisse les respecter lui-même. Vous ne pouvez pas nous dire, c'était un guerrier invincible. Dites-vous que les mots que vous utilisez, surtout les qualificatifs, ce n'est pas l'objet de l'atelier du jour, mais bon, je passerai par là. Les qualificatifs que vous utilisez sont des conclusions. Quand on qualifie, c'est qu'on a conclu. Si vous n'apportez pas un peu d'espace à vos qualificatifs, vous dites qu'un personnage est invincible et le voilà qui est battu. Premier tour. Mais dites que tout le monde le disait. On le dit invincible. Dites quelque chose qui laisse une ouverture pour que vous ne vous trompiez pas après. Les adjectifs ont cette particularité d'égarer. La majorité des incohérences qu'on va rencontrer dans des textes viennent des qualificatifs parce qu'en fait, on est trop pressé de conclure. C'est pourquoi on va qualifier à tout va. À tout va. Oui, dans les années 80, quand on qualifiait, on écrivait. Aujourd'hui, qualifier n'est pas ce qui va porter. Encore que les qualificatifs, maintenant même, on vous demande de les exprimer plutôt que de montrer. Plutôt que de, oui, show don't tell, plutôt que de dire, on vous demande plutôt de montrer, exprimer vos qualificatifs. C'était une belle femme. Oh, Lia va laisser ça ici. Mais non, mais explosez belle. Mettez-y des éléments qui vont vous permettre de voir. Il y a toutes ces insuffisances que Lia n'apportera pas. Donc, Jean-Pierre, il y a tellement de choses qu'un relecteur aujourd'hui doit pouvoir avoir pour être considéré comme un professionnel. Si certains réflexes ne sont pas dans son ordre, il ne pourra jamais réussir dans ce boulot. Et quand vous regardez la qualité des livres, vous voyez la qualité de la relecture. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Audrey, il y a une partie de ta question sur laquelle je voudrais revenir. Un traducteur professionnel doit-il rester fidèle au texte? Je ne vais pas lire la suite, mais fidèle au texte, parce que ça aussi, c'est souvent posé, c'est souvent demandé. Doit-il rester fidèle au texte? Bon, maintenant, il y a plusieurs recommandations qui vous sont faites quand vous voulez traduire. Bon, moi, il y a des traductions que j'ai refusées tout simplement parce qu'on m'a demandé de dévaloriser certaines cultures, certaines valeurs culturelles. Donc, j'ai dit, je peux pas. Je peux pas traduire parce que je dois... Oui, on vous dit, de l'autre côté, eux, ils n'y croient pas, donc vous devez dévaloriser. Faites en sorte dans votre traduction que ce n'est pas la même importance que dans le texte source. Je refuse. Moi, je refuse parce que pour moi, traduire la littérature, c'est traduire l'auteur. C'est pas traduire une idée. Je suis pas dans une idée, je suis avec l'auteur. Je veux traduire l'auteur, je veux rendre son écriture. Je veux rendre ses émotions, ses impressions. Et ça, quand je parle de ces émotions, je parle de celles produites par le contexte. Et maintenant, pour l'auteur lui-même, je veux rendre ses espoirs. Il veut être lu dans une autre langue. Il faut qu'on le lise avec son style dans cette autre langue. Maintenant, on peut vous demander, on peut vous dire, voilà, traduisez juste, faites une traduction, je veux dire, une raw translation, comme on avait dit, faites une traduction juste de base. On veut juste une traduction de base comme ça. On veut, oui, ça m'a déjà été demandé à plusieurs reprises. Et pour les raw translations, j'ai eu à en faire. Parce que dans une raw translation, on ne vous demande pas de supprimer tel ou tel, mais de faire une traduction directe, donc de présenter de façon
brut, ce que le texte il donne là comme ça. Donc, on fait ce qu'on appelle une raw translation, qui est le premier. Et maintenant, de leur côté, ils vont voir comment ils vont présenter telle ou telle autre chose. Oui, j'ai déjà eu à faire des raw translations. Mais la traduction, rester fidèle à l'auteur, il faut aussi connaître la littérature. Et la question m'avait été posée, est-ce que quelqu'un qui est un auteur, est-ce que le fait d'être un auteur toi-même te donne plus d'avantages sur les autres traducteurs? Je dis être un auteur, je ne suis pas certain, mais être quelqu'un qui est passionné de lecture, oui. Être quelqu'un qui est passionné de lecture, passionné d'exploration de mots, d'exploration de contexte, oui. C'est pas parce que je suis auteur, je sais que oui, on peut écrire telle phrase. Non, c'est pas ça. C'est plutôt être passionné de lecture, d'exploration de la littérature. Moi, j'explore la littérature 24 sur 24. C'est ce que je fais. Je prends un livre, je peux passer toute une journée sur une seule page parce que je veux comprendre cette page. Je veux la source de cette page. Je veux savoir ce qu'elle est. Et parfois, vous avez lu une page. Il y a un tel épanouissement que le reste de la lecture se fait. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes impliqué. Moi, je m'implique dans mes lectures. Je m'implique dans mes lectures, que ce soit pour relire, que ce soit pour traduire. Moi, je passe tout le temps, et même quand ce ne sont pas des boulots qui me sont donnés, il y a des auteurs qui ne savent pas que je traduis souvent leur texte. Donc, je peux aller sur Facebook, quelqu'un a écrit quelque chose. Moi, je le récupère, je le traduis. J'ai beaucoup de livres à la maison. Parfois, je m'assois à une heure perdue ou une autre. Je traduis un chapitre d'un auteur local. Je traduis un chapitre d'un auteur. Ou alors, je traduis un chapitre d'un auteur célèbre. Je vais comparer ma traduction avec des traductions officielles. Et voir comment ils ont dit ça, ils ont fait de façon officielle. Donc, il faut se familiariser avec ce boulot. Il faut relire, il faut corriger, il faut faire des propositions. Il faut être actif. L'IA, c'est le domaine le plus passif qui existe. Il faut être actif, donc il faut dominer. Il faut dominer l'IA. Si on prend notre état passif, on va y associer un autre état passif, vous vous dites bien qu'on est complètement à la ramasse, on se retrouve à la rue. Donc, il faut vraiment s'appliquer. Il faut s'appliquer. Travailler à comprendre les manuscrits qu'on reçoit. Travailler à comprendre les livres qu'on reçoit pour la traduction. Les IA ne sont pas là pour comprendre. Les IA ne comprennent pas. Les IA ne comprennent pas. Il faut travailler à comprendre. Comprendre, c'est s'ouvrir. Quand vous ouvrez un livre, ouvrez aussi votre esprit. Pourquoi l'esprit reste fermé quand le livre s'ouvre? Vous ne recevrez pas grand-chose. C'est donc vous allez recevoir l'histoire, la trame. Vous n'allez recevoir qu'une trame. Vous pourrez raconter les livres. Moi, je ne sais pas raconter un livre. Je peux lire un livre, je ne peux pas vous dire de A à Z ce qui s'est passé, mais je peux vous raconter l'histoire de l'écriture. Je peux vous raconter l'écriture de cet auteur. Impliquez-vous. Impliquez-vous dans ce que vous avez à faire. Et dites-vous que si vous voulez être professionnel, ça veut dire que vous avez passé un autre cap. Vous avez passé le cap de la théorie. Vous êtes dans la pratique et la pratique demande que vous soyez concret. Est-ce que ce que vous faites est digne d'être reçu dans cette profession? Si ce n'est pas digne d'être reçu, qu'on arrête les célébrations vives, qu'on arrête des piédestals qui tiennent pas la route, qu'on arrête de placer des gens où ils ne devraient pas être. Et ce n'est pas les insulter, ce n'est pas les mépriser, ce n'est pas les dénigrer, c'est les aider. C'est être avec eux, être pleinement avec eux. Parce que s'il faut qu'on avance et qu'on ait une littérature forte, on doit tous s'accorder autour de la même chose, la qualité. Comment fait-on pour pratiquer cette qualité? Il faut travailler à la professionnalisation de chaque secteur de notre chaîne du livre. Mais à la base, il est nécessaire d'avoir l'ambition de qualité, une vision pour le livre de qualité. Et là, tout le monde doit s'appliquer. Oui, Jean-Pierre, c'est justement, ça rejoint ce que je disais. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si on ne s'applique pas, ce qui nous manque, c'est cette application. Est-ce qu'on est en train de travailler? J'ai vu plusieurs personnes, il y a pas mal de projets, des gens qui disent, bon, oui, il me faut obtenir le diplôme, ceci, pour... Il y a pas mal de diplômes qui se baladent en ligne, et j'ai rien contre. Mais dites-vous que ces diplômes ne viendront pas rentrer dans un contexte pour vous dire tout ce que moi je suis en train de vous dire. Je n'ai pas eu besoin de passer un diplôme. Je n'ai eu qu'à aller explorer l'écriture. Le premier poème dont j'ai vu la traduction, parce que mon père avait des livres des auteurs classiques anglais à la maison. D'un côté,
Sur la gauche, il y avait des textes originaux et la droite, les versions traduites. C'était Love is a Sickness de Samuel Daniels. J'ai lu le texte, c'était le tout premier poème en anglais que je lisais, Love is a Sickness. Et quand je relisais la traduction, j'avais jamais vu quelque chose de tel. J'étais petit encore, j'étais encore adolescent. J'avais jamais vu quelque chose de tel. Et là, je me posais pas mal de questions. Mais comment on est parti de ceci à cela? L'anglais, nous, on devait le faire à partir de la 6e. Pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui font l'anglais depuis l'école primaire. Nous, on faisait l'anglais à partir de la 6e. Et je crois que j'étais au cours moyen de... Donc, l'anglais n'était pas dans mon esprit. Et je me suis dit, parce que je comprenais pas grand-chose, je me suis dit, une fois que j'irai au collège, je vais m'appliquer en anglais parce que je veux comprendre ce qu'on a dit de l'autre côté pour donner ce résultat-ci. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir, je me suis tellement appliqué en anglais. Quand j'ai appris, quand j'ai compris, je pouvais lire l'anglais, le comprendre. Et là, je suis retourné lire Samuel Daniels et je voyais une autre question est arrivée, c'est pourquoi ceci est devenu cela? Et là, j'ai commencé il y a des choses que les écoles ne vous donneront pas. Aller à l'école, oui, mais travailler à l'extérieur. Aller à l'école, oui, mais lisez. Pratiquez vos écoles. Si vous ne les pratiquez pas, ça ne sert à rien de faire un CV et de montrer tous vos diplômes alors que vous êtes incapable de reconnaître tout simplement un simple plus que parfait dans un indicateur de temps qui ne devrait pas se trouver là. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de présenter tous ces diplômes. Quelle est votre expérience de la lecture? Je ne vous parle même pas d'expérience de travail, comme on dit, il y a 5 ans d'expérience. Non, vous pouvez m'avoir 40 ans d'expérience. Vous pouvez avoir 40 ans de présence en littérature et ne toujours pas avoir d'expérience d'écriture. Ouais, oui, ça se voit quand on lit certains auteurs qui écrivent depuis des années pas mal. Et puis aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donc, essayons juste de nous appliquer. Si nous disons que nous sommes éditeurs, est-ce que nous avons passé un diplôme d'édition ou alors est-ce que nous avons compris l'édition? Est-ce que nous avons compris les enjeux du livre? Laissons l'édition. Est-ce que nous avons compris le livre? On dit qu'on veut être éditeur. Est-ce que les enjeux du livre, on les comprend? Est-ce que l'évolution du livre, est-ce que la chaîne du livre, sur le plan mondial, on la comprend? Est-ce que les diverses influences, on les comprend? Qu'est-ce qu'on comprend exactement du livre quand on dit qu'on veut être éditeur? Ou alors on a juste eu son diplôme d'édition et on se dit que ça suffit à être éditeur. Quand on veut être lecteur, est-ce qu'on se dit, non, bah, j'ai quand même un doctorat en ceci, j'ai quand même une maîtrise en cela, je suis quand même étudiant en telle filière, donc je peux relire. Non, c'est pas suffisant. Ayez tous les doctorats que vous voudrez, vous passerez toujours à côté de tout, vous produirez toujours des corrections incohérentes. Est-ce que vous avez l'expérience de la littérature? Est-ce que vous avez l'expérience des livres? Est-ce que vous avez l'expérience de l'écriture, tout ce que ça comporte? Lisez, pratiquez vos lectures. C'est le seul moyen pour vous de gagner en crédibilité. Les IA, vous allez comprendre que vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez même pas besoin de les solliciter. Si vous vous appliquez, si vous vous mettez à travailler. Il y a des gens qui disent tout le temps, oui, l'IA c'est l'outil du futur, l'IA on ne pourra pas s'en passer dans tel. Je peux vous garantir, même dans 100 ans, si l'IA n'est pas arrivée à mon niveau, je ne vais jamais la solliciter. Ce n'est pas moi qui dois aller vers l'IA, c'est l'IA qui doit venir vers moi. Quelqu'un a demandé dernièrement pourquoi nos langues ne vont pas se mettre au niveau de l'IA. Non, c'est l'IA qui doit se mettre au niveau de nos langues nationales. Nos langues ne vont pas chercher l'IA, c'est l'IA qui doit venir les chercher. Donc l'IA doit venir chercher le niveau que moi j'ai. Je ne vais pas aller chercher le niveau de l'IA. Non, ça allait trop bas, peu importe cette IA, même si l'IA est sortie directement, même si cette IA a ruiné Bill Gates. Non. Même si cette IA le ruine et qu'il a dépensé toute sa fortune pour le produit, si ce n'est pas à mon niveau, je ne vais jamais solliciter un outil pareil. Ça va toujours me ralentir. Toujours et toujours me ralentir. Et il n'est rien de tel que la lecture. La lecture est tellement passionnante. La lecture, c'est cette vie que vous avez qui vous permet de vous enrichir de mille et une façons. Quand vous êtes professionnel, c'est encore mieux parce que la lecture vous épanouit dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, si je prends un volume comme celui-ci, ça c'est Les Pas oubliés de Charmaine Wilkerson, qui était bien sûr en liste pour le dernier prix des Afriques. Nous sommes à plus de 500 pages.
Quand je vois le volume, je ne suis pas épuisé. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je vais le lire. Je vais lire les 500 pages. Je vais le lire et je ne vais pas compter les pages. Quand vous commencez à compter, vous n'êtes pas dans votre domaine. Donc, tenez-vous seul dans votre coin et dites-vous que tant que vous êtes en train de compter, vous n'êtes pas chez vous. Apprenez à lire sans compter les pages. Apprenez à lire en vous impliquant. Ainsi, quand on est relecteur ou traducteur, on ne dépend pas d'une machine, on ne dépend même pas de sa volonté unique de dire ici ça va, ici ça va là, mais on dépend de la littérature qui est proposée par l'auteur. C'est cette littérature-là qui nous grandit, c'est elle qui nous révèle notre véritable potentiel. Si j'écris, si je reçois un texte et je me dis ce texte, il ne va pas, il n'est pas bien écrit, il est ceci, il est cela. Ma mère m'avait dit, un jour elle m'observait, elle me voit lire et puis j'étais un peu embêté, je lui dis, je suis embêté. Elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je lui dis, non, bah, ça c'est pas bien écrit. Moi, si j'avais eu à l'écrire, elle m'a interrompu net. Elle m'a dit, si tu veux écrire, écris ton propre livre. Mais ne va pas dire dans le livre de quelqu'un, si moi je devais écrire ce livre, je le ferais comme si. Non, non, c'est pas ton livre. C'est son livre. Et ce que tu dois faire, c'est commencer par respecter ce qu'il a écrit. Et une fois que tu as respecté ce qu'il a écrit, tu vas faire une critique concrète. Sinon, tu resteras tout dans quelque chose de vide qu'on pourra contester, qu'on pourra balayer d'un revers de la main. Donc, lis, respecte ce que l'auteur a produit, parce que là, c'est son niveau, c'est son potentiel. Il t'a offert son potentiel. Maintenant, ton potentiel à toi, c'est d'intégrer le potentiel de l'auteur pour en faire quelque chose de plus agréable selon cet auteur, pas selon toi. Parce que dans tous les cas, ça reste son écriture. Et c'est ainsi que tu vas proposer quelque chose de vrai qui va enrichir la littérature. Donc voilà, si tu veux être relecteur ou traducteur ou critique littéraire un jour. Voilà ce que ma mère me disait. Donc, ce sont de simples conseils qu'on ne perd rien à suivre. On ne perd rien à suivre ces conseils. Rien du tout. Mais il faut avoir une expérience, il faut avoir un vécu avec les livres. Il faut avoir un vécu avec le mot. Quand vous dites que ça, c'est votre livre préféré, j'aime bien, beaucoup de gens disent ça, c'est mon livre préféré. Mais de quelle façon est-ce votre livre préféré? C'est un peu comme le gars qui a son chanteur préféré aujourd'hui. 2 semaines plus tard, il y en a un nouveau, et ainsi de suite, selon la tendance, le buzz et tout ça. Mais quand vous vous arrêtez, que vous dites de tous les auteurs, voici mon préféré. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cet auteur? Pas sa biographie, bien sûr, ça n'importe qui peut la trouver. Mais son écriture, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Quand vous dites que c'est votre auteur préféré, qu'est-ce qu'il y a que vous préférez? Donc, il y a des choses qui sont proposées et qui demandent un peu plus d'attention. Oui, bien sûr, Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord. L'expérience a démontré que chaque outil, chaque instrument conçu pour faciliter la vie finit par rendre paresseux. Bien sûr, et ça réduit considérablement le potentiel, l'aptitude même à être objectif. Vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui c'est Dieu IA. C'est Dieu IA de nos jours. Donc, des gens ont relégué leur propre intelligence à des plans, j'ai pas envie de dire inférieurs, à des plans vraiment, je sais pas, inexistants. Inexistants complètement. On n'est même plus à l'intelligence, on est à l'intelligence inexistante. À quel moment s'est-on dit que l'artificiel va remplacer le naturel? À quel moment s'est-on dit qu'il sera plus fort que le naturel? Il sera jamais plus fort que le naturel. Mais oui, bien sûr, on peut regarder Race of Machines ou bien n'importe quel autre film où sont les outils qui dominent, ou bien encore AI ou encore pas mal d'autres trucs. Mais on va rester avec un point particulier, c'est que l'être humain reste au-dessus de tout. C'est l'être humain qui conditionne tout. C'est l'être humain qui donne de la valeur, qui donne des informations, qui donne des données, qui introduit des données
aux IA et jamais l'inverse. Jamais l'inverse. Donc, pour faire des relectures et des traductions optimales, tenez-vous loin des outils de relecture et de traduction littéraire. Je suis en littérature parce qu'il y a des acharnés de tout, des opposants de tout. Je suis bien en littérature. Vous faites des traductions scientifiques et autre chose. Oui, vous utilisez parce qu'il y a des mots, des expressions, des formules qui sont agréées. Mais en littérature, rien n'est agréé. Rien n'est agréé. Il n'y a pas quelque chose où on dirait que c'est ça qu'il faut dire ici. Donc, travaillez à accroître votre potentiel humain. Humain. L'artifice, mettez-le de côté. Je vous dis, je ne veux pas vous dire si vous voulez utiliser l'IA, faites ceci, faites cela, faites ça, faites ça, faites ça. Je vous dis, si vous utilisez l'IA, vous avez 2 fois plus de boulot. Alors, si vous avez tout ce temps et tout cet argent à perdre, bah, vous vous lancez. Dans le cas contraire, lisez. Et c'est toujours bien pour un éditeur de lire, de savoir de quoi parlent les textes, des livres qu'il publie. C'est toujours ça, un éditeur. Ben, à quoi ça sert d'être éditeur si on ne lit même pas ce qu'on va publier? Si on ne peut pas parler de ces auteurs, si on connaît juste leur titre, leur rang, leur fonction dans la société, mais on ne sait même pas ce qu'ils écrivent. À quoi ça sert d'être éditeur? Et un éditeur, ça édite. Ça n'imprime pas, tout simplement. Ça édite. Donc, travaillons à faire en sorte que l'IA ne nous rende pas plus paresseux, qu'on commence déjà à l'être naturellement. Parce que, comme on dit, l'habitude est une seconde nature et l'habitude de la paresse. Ça ne devient plus une seconde nature, ça devient la nature première à plusieurs endroits. Donc, merci aussi, Diane, d'avoir suivi Jean-Pierre, tout le monde, Audrey, tout le monde qui a participé, qui a été présent, qui a suivi, Oscar, Ariel. Donc, merci d'avoir été là, La Fleur, Marie-Françoise, et Dominique, vous êtes toujours présente. Donc, merci d'avoir suivi tout le monde qui s'est pas présenté, qui s'est pas précisé. Donc, merci d'avoir été là. Tout à l'heure, à 16h, nous avons notre dernière activité qui sera bien sûr IA, relecture et édition. Donc voilà, et bien sûr nous aurons des auteurs avec nous. Et là, moi j'ai parlé de la position du relecteur et du traducteur. À 16h, nous serons dans la position des auteurs face à l'édition, comment ils vivent cela aujourd'hui, comment ça se voit. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal d'auteurs parce qu'il y a énormément de frustration qui découlent d'une certaine forme d'édition. Et surtout d'une relecture. Les auteurs ne sont pas toujours en accord avec les relecteurs, il y en a qui se battent souvent. Donc, retrouvons-nous à 16h et partageons notre moment d'expérience, quelque chose d'autre qui va nous permettre de nous immerger dans ce que représente la littérature de qualité et qu'on comprenne le challenge, qu'on comprenne les enjeux et qu'on se dise, si on veut réussir notre littérature, si on veut que notre littérature soit forte, soit respectée, on doit utiliser ce verbe que Jean-Pierre a si bien utilisé, s'appliquer. Merci d'avoir été là. À tout à l'heure, 16h, je vais toujours assurer la modération. Et je vais un peu embarrasser nos auteurs. Oui, ça c'est garanti. Je peux pas finir comme ça sans avoir embarrassé quelqu'un. Je sais que les éditeurs se sont sentis bien embarrassés aujourd'hui. Bien, après, tout à l'heure, ce sera le tour des auteurs. Donc, lisez, tout simplement. À très bientôt.